cet après-midi-là, alors que j'emballais le dernier cadeau avec mes mains tremblantes, je ne savais pas que je préparais ma propre humiliation. Chaque paquet contenait plus que du simple papier aux couleurs vives. Il contenait des morceaux de ma pension, des morceaux de mon cœur, des morceaux de l'illusion que je comptais encore pour ma famille. J'avais dépensé 850 $ sur une pension mensuelle de 1200 $. Faites le calcul. Il ne me restait presque rien pour le reste du mois. Mais c'est ainsi que nous sommes, nous les grands-mères, n'est-ce pas? Capables de manger des haricots en conserve toute la semaine juste pour voir les yeux de nos petits-enfants briller. Je suis arrivé chez David, mon fils unique, avec 5 paquets parfaitement emballés, un pour chaque petit enfant. J'ai frappé à la porte avec un sourire si grand que mes joues me faisaient mal. J'entendais les rires des enfants à l'intérieur, une mélodie, le son d'une famille heureuse dont je pensais faire partie. Tiffany a ouvert la porte, non pas avec un sourire, non pas avec un câlin, non pas avec un « Salut maman, c'est tellement bien que tu sois là », ce qu'une belle fille décente aurait dit. Elle a ouvert la porte comme quelqu'un qui l'ouvre au livreur de gaz. « Salut », a-t-elle dit, bloquant l'entrée de son corps. Elle portait une robe blanche immaculée. Ses cheveux étaient parfaits. Ses ongles étaient fraîchement faits. Tout chez elle criait l'argent qu'il n'avait pas, je le découvrirai plus tard. « Salut, ma chérie », lui ai-je dit, même si ce mot, chérie, me raclait de plus en plus la gorge à chaque fois. J'ai apporté de petits cadeaux pour les enfants. Puis-je entrer? Ses yeux sont descendus vers mes paquets, non pas avec joie, mais avec mépris. Oui, maintenant je peux le nommer. Pur mépris. Ce n'était pas nécessaire, a-t-elle dit avec cette voix qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air gentille, mais qu'en réalité elle était cruelle. Nous leur avons déjà acheté de meilleures choses. Le monde s'est arrêté. Chaque mot est tombé sur moi comme des pierres. Ce n'était pas nécessaire. Nous leur avons déjà acheté de meilleures choses. Je suis resté là avec mes 5 paquets emballés avec amour, sentant ma poitrine être écrasée. Derrière elle, mes petits-enfants couraient joyeusement. Matt, l'aîné de 8 ans. Les jumelles Sophie et Valérie, 6 ans. Le petit Ethan, 4 ans. Et bébé Lily, à peine 2 ans. Maman, qui est-ce? J'ai entendu Matt crier. Personne d'important, chérie. Continue de jouer. Tiffany a répondu sans se retourner. Personne d'important. Moi, sa grand-mère, la femme qui a pleuré de joie à sa naissance. Celle qui a passé des nuits blanches quand il a eu la rougeole. Personne d'important. J'ai avalé difficilement. J'ai souri. Parce que c'est ce que les femmes de ma génération font, n'est-ce pas? Nous sourions même si elles nous poignardent le cœur. Bon, mais je suis déjà venu de si loin. Laisse-moi au moins leur dire bonjour. Tiffany a soupiré comme si je lui demandais de déplacer une montagne. Elle s'est écartée juste assez pour que je puisse passer, me frottant contre le mur. La maison était décorée comme un château. Des ballons partout. Une très longue table remplie de plats chers. Un gâteau à 3 étages. C'était l'anniversaire des jumelles. Un anniversaire auquel, d'ailleurs, j'avais été invité 2 jours avant. Comme quelqu'un qui invite le voisin par obligation. Grand-mère Hélène, a crié Ethan, courant vers moi. Au moins, il se souvenait encore de moi avec affection. Il a serré mes jambes avec cette force que seuls les enfants ont quand l'amour est sincère. Mais avant que je ne puisse lui caresser les cheveux, Tiffany l'a tiré par le bras. Ethan, attention. Tu allais froisser tes nouveaux vêtements. Elle l'a éloigné de moi. Le garçon s'est retourné, confus, ne comprenant pas pourquoi il ne pouvait pas serrer sa grand-mère dans ses bras. J'ai posé mes cadeaux sur une chaise près de l'entrée. Les autres enfants ne se sont même pas retournés pour les regarder. Ils étaient distraits par une montagne de nouveaux jouets qui brillaient au milieu du salon. Des jouets qui, j'en étais sûr, coûtaient plus que mon loyer. Vous pouvez vous asseoir là-bas, a dit Tiffany, en désignant une chaise dans le coin. La plus éloignée, celle qui était à moitié cassée, celle qui était clairement destinée aux visiteurs qui n'avaient aucune importance. Je me suis assise seule, les mains sur les genoux, mes cadeaux oubliés à 3 mètres de distance. Et là, dans ce coin, tandis que je regardais ma famille faire la fête sans moi, tandis que j'écoutais leur rire qui ne m'incluait plus, tandis que je ressentais le poids de l'invisibilité, c'est là que tout a commencé. Car ce que Tiffany ne savait pas,
Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cet après-midi-là, ils n'avaient pas seulement rejeté mes cadeaux. Ils avaient rejeté la mauvaise femme, mais cela prendrait encore du temps à découvrir. De ma chaise dans le coin, je suis devenu un fantôme. Ils passaient devant moi comme si je faisais partie du mur. Des enfants qui couraient, des adultes qui riaient, des serveurs qui servaient des boissons dans des verres en cristal. Oui, des serveurs. Tiffany avait engagé un traiteur pour l'anniversaire de 2 filles de 6 ans. Je suis resté là, mes mains ridées entrelacées sur mes genoux, essayant d'occuper le moins d'espace possible, comme si je m'excusais d'exister. À 16 heures, les parents de Tiffany sont arrivés, Monsieur Richard et Madame Suzanne. Lui, le propriétaire d'une chaîne de concessionnaires de voitures d'occasion. Elle, l'une de ces femmes qui se fait opérer le visage tous les 2 ans et porte des lunettes de soleil sombre même à l'intérieur. Ils sont arrivés comme des rois visitant leur sujet, les mains pleines. Les grands-parents sont là. Tiffany a crié avec une excitation qu'elle n'avait jamais eue avec moi. Les enfants ont couru vers eux comme s'ils étaient le salut lui-même. Et je ne leur en veux pas. Ils sont arrivés avec des cadeaux qui faisaient passer les miens pour des paquets emballés dans du papier journal. Richard portait 2 nouvelles bicyclettes. Pas les simples du grand magasin. Non, des VTT avec vitesse, lumière LED, casques assortis. Chacune devait coûter au moins $600. Suzanne a apporté des sacs d'un grand magasin cher. De là, elle a sorti 2 tablettes flambant neuves. Des tablettes pour des filles de 6 ans afin qu'elles puissent apprendre le français avec des applications éducatives, a-t-elle dit avec cette voix d'une personne qui n'a jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter des médicaments. Les enfants sont devenus fous. Cris, sauts, câlins. Tiffany pleurait d'émotion, serrant sa mère dans ses bras. David, mon fils, souriait fièrement à côté de son beau-père, parlant, je ne sais quelle affaire d'investissement ou de commerce. Et mes 5 paquets étaient toujours là sur la même chaise, non ouverts, intouchés, sans importance. Je me suis levé avec l'intention de m'approcher, de leur rappeler que j'avais aussi apporté quelque chose, mais en faisant 2 pas, j'ai entendu la voix de Tiffany. Elle venait du couloir, parlant au téléphone. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'elle m'a vu et qu'elle ne se souciait tout simplement pas que je l'entende. Oh, maman, je sais. Oui, elle est venue. Non, nous ne lui avons pas dit de ne pas venir parce que David dit qu'elle devient dramatique. Oui, elle a apporté ses petits cadeaux du marché aux puces comme toujours. Vous savez, de la camelote bon marché enveloppée dans du papier brillant. Les enfants ne les ont même pas regardés. Non, évidemment, ils ne vont pas les ouvrir. Pourquoi faire? Vous leur avez déjà donné les bonnes choses. De la camelote bon marché. Ces mots sont entrés par mes oreilles et ont poignardé directement mon âme. De la camelote bon marché. Le pull tricoté à la main pour Matt, où j'ai passé 3 semaines de nuit blanche parce que mes mains arthritiques ne bougent plus comme avant. De la camelote bon marché. Les robes que j'avais faites faire par une couturière pour les jumelles avec leur nom brodé sur la poitrine. De la camelote bon marché. Le camion de pompier en bois pour Ethan, peint à la main par un artisan. De la camelote bon marché. Le mobile musical pour bébé Lily avec des clochettes en argent que j'avais hérité de ma mère. De la camelote bon marché. Mes jambes tremblaient. Je me suis appuyé contre le mur. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais pas pleurer. Pas là. Pas là où il pourrait me voir faible. Je suis retourné à ma chaise. À 18 heures, ils ont servi la nourriture. De longues tables avec des nappes blanches, des assiettes en porcelaine, des couverts brillants, des steaks, des salades gourmandes, des sushis. Des sushis à une fête d'enfants. Les invités se sont assis. Des familles complètes. Les parents de Tiffany à la table principale à côté de David et elle. Les enfants à une table décorée de leurs personnages préférés. Cousins, oncles, amis. J'ai attendu que quelqu'un m'indique où je devais m'asseoir. Personne ne l'a fait. Finalement, l'une des serveuses s'est approchée avec un visage de pitié. « Madame, voulez-vous de la nourriture ?» Il restait une place à la table du fond. La table du fond était celle où ils avaient mis 2 voisins arrivés sans invitation et un cousin éloigné que personne ne connaissait. Les exclus, les restes. Je me suis assise là. Quand ils m'ont apporté mon assiette, ce n'était pas de la porcelaine comme les autres. C'était du plastique,
une de celles qu'on jette, et la portion était visiblement plus petite. La voisine à côté de moi m'a regardé avec pitié. « Vous êtes de la famille ?»« Je suis la grand-mère », ai-je répondu avec une menace dans la voix. « Oh » a-t-elle dit sans savoir quoi ajouter. Son silence inconfortable en disait plus que 1000 mots. J'ai mangé en silence. Chaque bouchée avait le goût de l'humiliation. Après le gâteau, après les photos où curieusement personne ne m'avait appelé à y être après les jeux, la fête a commencé à se terminer. Les invités se disaient au revoir. Les enfants, épuisés et pleins de sucre, couraient avec leurs nouveaux jouets. Les vélos avaient déjà des nœuds avec leur nom. Les tablettes étaient déjà configurées. Et mes cadeaux étaient toujours là, exactement où je les avais laissés, non ouverts. Tiffany est passée devant eux tandis qu'elle ramassait les verres vides. Elle les a regardés. Elle en a même touché un du pied comme pour évaluer si cela valait la peine de les déplacer ou de simplement les jeter à la poubelle. David est apparu à mes côtés. Enfin, mon fils, le garçon que j'ai élevé seul après la mort de son père. Le garçon à qui j'avais tout donné, tout, même si cela signifiait qu'il ne me restait plus rien. Maman, il est tard. Veux-tu que je te commande un Uber? Il n'a même pas proposé de me raccompagner lui-même. David, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Les enfants n'ont pas ouvert mes cadeaux. Il s'est gratté l'arrière du cou. Ce geste qu'il faisait depuis qu'il était enfant quand il était mal à l'aise. C'est juste qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Maman, tu vois comment sont les beaux-parents? Ils exagèrent avec les cadeaux. Mais je suis aussi leur grand-mère. Oui, maman. Je sais. Mais écoute, la vérité est que Tiffany est stressée quand il y a beaucoup de désordre. Mieux vaut les laisser là et nous verrons plus tard s'ils les ouvrent. Nous verrons plus tard. Code 4. Jamais. Mon fils, j'ai dépensé presque toute ma pension pour ces cadeaux. Son expression a changé. Malaise, honte, ennui. Maman, je te l'ai dit 1000 fois. Tu n'as pas à dépenser de l'argent pour nous. Nous allons bien. Nous ne sommes plus pauvres comme avant. Comme avant, quand nous étions pauvres ensemble. Quand il n'avait pas honte que son déjeuner soit des sandwichs au beurre de cacahuète. Quand il me serrait dans ses bras et me disait que j'étais son héros. Maintenant qu'il avait une grande maison, une femme exigeante et des beaux-parents riches, nous étions les pauvres d'avant. Je comprends, ai-je dit en me levant. Je pars. Attends, je vais commander l'Uber. Ne t'inquiète pas. Je prendrai le bus. Tu es sûr? C'est juste que là, je suis occupé avec les invités. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai pris mon sac. J'ai marché vers la porte. Je suis passé devant mes cadeaux oubliés. Pendant une seconde, j'ai pensé les reprendre, mais la fierté, cette maudite fierté, ne me l'a pas permis. J'ai quitté cette maison la tête haute et le cœur brisé en morceaux. Dans le bus du retour, une dame assise à côté de moi a remarqué mes larmes. « Ça va, madame ?» « Oui, ai-je menti. C'est juste l'air. » Mais ce n'était pas l'air. C'était la certitude que quelque chose en moi venait de se briser d'une manière qui ne pourrait peut-être jamais être réparée, et le pire n'était pas encore arrivé. Je me suis assise sur mon petit canapé dans mon appartement de 2 chambres qui sentait la solitude et le café réchauffé, repassant chaque détail de la fête, chaque regard, chaque mot, chaque silence. Et puis, comme quand on tire un filet que tout le pull se défait, j'ai commencé à me souvenir que cela n'avait pas commencé aujourd'hui. Cela durait depuis 2 ans. 2 ans que David avait épousé Tiffany. 2 ans d'humiliation que j'avais ignorées, justifiées, avalées comme des pilules amères avec l'espoir que les choses s'amélioreraient. Mais elles ne se sont jamais améliorées. Seulement moi, j'étais devenue pire, plus petite, plus invisible, plus idiote. La première humiliation est arrivée avant même le mariage. David m'a appelé un mardi après-midi 3 semaines avant la cérémonie. J'avais déjà acheté ma robe, bleu marine, simple mais élégante. Elle m'avait coûté $280 que j'avais pris sur mes économies. J'avais aussi mis de côté $500 pour leur offrir en cadeau. C'était tout ce que je pouvais, mais c'était donné avec amour. Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose de délicat, m'a-t-il dit avec cette voix que les enfants utilisent quand ils sont sur le point de vous briser le cœur, mais veulent paraître raisonnables. Dis-moi, mon fils.
Écoute, c'est à propos du mariage. Le mariage au tribunal, spécifiquement. Oui, j'ai tout préparé. À quelle heure viens-tu me chercher? Silence. Maman. C'est juste que... Tiffany et moi regardions les chiffres et l'endroit est très petit. Seulement 50 personnes peuvent y tenir. D'accord. Eh bien, il y a beaucoup d'invités. Les parents de Tiffany ont une grande famille, des cousins, des oncles, des partenaires commerciaux. C'est important pour eux. Mon estomac a commencé à se serrer. David, qu'essaies-tu de me dire? Que peut-être il vaudrait mieux que tu n'ailles pas à celui du tribunal. Après tout, le plus important est celui religieux. Là, tu seras au premier rang, je te le promets. Le monde est devenu silencieux. Tu me désinvites de ton mariage? Ce n'est pas te désinviter, maman. C'est être pratique. De plus, le civil n'est qu'une formalité. Le vrai est à l'église. Je suis ta mère, David. Je sais, maman, mais je dois aussi penser à Tiffany et à sa famille. Elle est stressée avec tout ça. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Ne rends pas les choses plus difficiles. Comme si j'étais le problème. Comme si ma présence était un fardeau. C'est d'accord, ai-je dit d'une voix brisée. Je n'irai pas. Je savais que tu comprendrais. Tu es la meilleure des mamans. Il a raccroché heureux. J'ai pleuré pendant 3 heures et j'ai tenu ma parole. Je ne suis pas allé au mariage au tribunal de mon fils unique. Je suis resté à la maison à regarder des feuilletons que je ne captais pas, à manger du pain sucré qui n'avait aucun goût. Tandis que quelque part en ville, mon fils signait des papiers qui le liaient à une femme qui venait de m'effacer de sa vie. Le mariage à l'église a eu lieu 1 mois plus tard. J'y suis allé, au premier rang comme il me l'avait promis, mais pas à côté des parents de Tiffany qui étaient de l'autre côté avec des costumes de créateurs et des chapeaux élégants. J'étais seul. De mon côté de l'église, il n'y avait que 3 personnes. Mes 2 sœurs, Stella et Lucie, et Monsieur Charlie, le voisin de l'immeuble qui m'aide avec les sacs d'épicerie. Le côté de Tiffany était plein. Cela ressemblait à un mariage royal. Des fleurs jusqu'au plafond, un orchestre de 20 musiciens, 500 invités. Mon cadeau de $500 a disparu parmi une montagne d'enveloppes qui multipliait sûrement ce chiffre par 20. Après le mariage sont venues d'autres humiliations, plus subtiles, plus silencieuses, mais tout aussi vives. La deuxième grande blessure est arrivée 3 mois plus tard, à la naissance de Matt, mon premier petit-fils. J'avais tricoté une couverture blanche avec du bleu layette. Cela m'avait pris 2 mois de travail. Chaque maille portait une prière pour ce bébé que je ne connaissais pas encore, mais que j'aimais déjà. Je suis arrivé à l'hôpital avec ma couverture et une marmite de soupe au poulet. Les grands-mères savent qu'après l'accouchement, une bonne soupe guérit tout. L'infirmière m'a arrêté à la porte. Non. Je suis la grand-mère, Hélène Reyes. Elle a vérifié sa liste. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs autorisés. Ce doit être une erreur. Je suis la mère du père. Je suis désolé, madame. Je ne peux laisser entrer que ceux qui sont sur la liste. J'ai appelé David. Il n'a pas répondu. J'ai envoyé un message. Rien. J'ai attendu 2 heures dans cette salle d'attente qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Finalement, David est sorti avec des cernes sous les yeux, mais heureux. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Mon petit-fils est né. Oh, oui. C'est juste que Tiffany ne voulait que ses parents pour l'instant. Tu sais, elle est très sensible. Elle dit que beaucoup de monde la stresse. David, j'ai attendu 2 heures. Je sais, maman, mais c'est comme ça. Mieux vaut aller te reposer. Demain, viens à la maison et tu pourras rencontrer le bébé tranquillement. Demain. Les parents de Tiffany étaient à l'intérieur, tenant le bébé pendant des heures. Mais moi, l'autre grand-mère, je pouvais attendre jusqu'à demain. Je suis rentré chez moi. J'ai pleuré sur ma couverture tricotée à la main. Je n'ai pas mangé la soupe au poulet. Elle a moisi dans mon réfrigérateur. Quand j'ai enfin rencontré Matt 3 jours plus tard, 100 personnes l'avaient déjà tenu avant moi. Il avait déjà de nouveaux vêtements que les beaux-parents lui avaient donnés.
Il avait déjà sa chambre décorée avec des choses qu'ils avaient payées. Ma couverture est restée pliée dans un tiroir. Ils ne l'ont jamais utilisée. Puis sont venues les humiliations quotidiennes, celles qui font plus mal parce qu'elles sont constantes, comme des gouttes d'eau tombant sur une pierre jusqu'à la briser. Les biscuits. J'ai toujours fait mes propres biscuits à la main, comme ma grand-mère me l'a appris, comme je l'ai appris à mon fils. Des biscuits moelleux, chauds, qui sentent la maison et l'amour. Un dimanche, j'ai apporté une fournée pour le déjeuner familial. Je les ai mis sur la table avec fierté. Tiffany les a regardés comme si j'avais mis des cafards sur sa nappe. Oh, belle-mère, quelle honte. Mais la pâte maison me pèse très lourd. J'ai l'estomac délicat. David, peux-tu aller chercher des petits pains du commerce? David a obéi comme un petit chien. Mes biscuits ont fini à la poubelle. Après cela, ce fut mes conseils. Quand Matt a eu 1 an et a commencé à faire des crises de colère, j'ai suggéré avec affection, ma chérie, à mon époque, un peu de patience et d'amour. Avec tout le respect que je vous dois, belle-mère, m'a-t-elle interrompu. Les méthodes parentales ont évolué. Je lis des livres de pédagogie moderne. Les choses ne se font plus comme à votre époque. Comme à mon époque, comme si j'avais élevé mon fils dans des cavernes. David, qui était un garçon poli, respectueux, qui a réussi, s'est avéré que tout était de la chance. Pas mes efforts, juste de la chance, malgré mes méthodes obsolètes. Et puis est venu le coup qui aurait dû m'ouvrir les yeux, mais que moi, folle, j'ai aussi laissé passer. L'anniversaire de Matt, le premier anniversaire du premier petit-fils. Je pensais que ce serait spécial, qu'il me demanderait de l'aide, qu'il m'inclurait. Rien. J'ai découvert la fête sur Facebook. Oui, par une publication que Tiffany a faite 3 jours après l'événement. Des photos du garçon avec son gâteau, avec ses grands-parents. Les autres grands-parents entourés de ballons et de cadeaux. Je ne savais pas qu'il y avait un anniversaire. J'ai appelé David tremblant de rage. Mon fils, il y a eu une fête pour Matt? Oh, oui, maman. C'était quelque chose de petit, d'intime. Et pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? C'est juste que c'était à la dernière minute. Nous ne voulions pas te déranger. Nous ne voulions pas te déranger. Comme si aller à l'anniversaire de mon petit-fils était un dérangement pour moi. Pendant 2 ans, j'ai tout avalé. Les invitations de dernière minute, les oublis opportuns, les comparaisons avec les autres grands-parents, le mépris déguisé en « c'est juste que Tiffany est comme ça ». Tu la connais. J'ai avalé et avalé et avalé jusqu'à ce que mes entrailles soient pleines de bile. Et cette nuit-là, après la fête des jumelles, après avoir vu mes cadeaux rejetés, après avoir mangé dans une assiette en plastique, tandis que les autres utilisaient de la porcelaine, cette nuit-là, quelque chose en moi a cessé d'avaler. Quelque chose s'est réveillé, quelque chose de sombre et de fatigué et plein d'une fureur digne qui avait dormi trop longtemps. Je me suis levé de mon canapé à 3 heures du matin, j'ai allumé la lumière de la cuisine, j'ai sorti un vieux carnet, et j'ai commencé à écrire. Chaque humiliation, chaque date, chaque témoin, chaque dollar dépensé, parce que si j'ai appris quelque chose en mes 67 ans, c'est ceci, la mémoire est faible, mais le papier n'oublie pas. Et je sentais que j'allais devoir me souvenir de chaque détail de cette guerre silencieuse que j'avais perdue. Mais j'étais sur le point de changer de stratégie. Une semaine s'est écoulée depuis l'anniversaire des jumelles. Une semaine pendant laquelle je n'ai pas appelé. Je n'ai pas posé de questions sur les enfants. Je n'ai pas envoyé de messages de bonjour comme je le faisais chaque matin depuis la naissance de Matt. Silence. Et ce silence était révélateur parce qu'ils n'ont pas appelé non plus. Ni David pour demander si j'allais bien. Ni les enfants pour demander à parler à grand-mère Hélène. Rien. Je n'existais pour eux que quand ils avaient besoin de moi. Et un vendredi après-midi, comme l'univers l'avait prédit, avec son ironie cruelle, ils ont eu besoin de moi. David a appelé à 19 heures. Je prenais le thé avec du pain sucré pour le dîner, regardant mon feuilleton. Maman, es-tu occupée? Le ton, ce ton joyeux et urgent qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Non, mon fils. Dis-moi. Écoute, je vais te demander un énorme service. Énorme service. Je me préparais déjà au coup. Tiffany et moi avons un engagement super important ce week-end. C'est lié au travail, très urgent,
et nous avons besoin que tu gardes les enfants tout ce week-end. Oui. De demain, vendredi après-midi, jusqu'à dimanche soir. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu es la seule en qui nous avons confiance, maman. La seule en qui ils avaient confiance. Comme c'est curieux. La seule quand ils avaient besoin d'une babysitter gratuite, mais pas la seule à inclure dans les anniversaires ou les décisions familiales. Et les parents de Tiffany, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Ils voyagent. De plus, tu sais, ils ont leurs affaires. Tu es la grand-mère. Les enfants t'aiment. Les enfants m'aiment, mais personne n'ouvre mes cadeaux. David, je ne sais pas. Cette semaine, j'ai été fatigué. Maman, s'il te plaît. C'est extrêmement important. Si nous ne trouvons personne pour les garder, nous allons perdre une opportunité d'affaires qui pourrait changer nos vies. Toujours le chantage émotionnel. Toujours me faire sentir que si je disais non, j'étais la méchante. C'est d'accord, ai-je finalement dit, parce que les mères sont stupides et que notre cœur est toujours plus fort que notre dignité. Je les garderai. Merci, maman. Tu es la meilleure. Demain, tu les récupères à 17h. Je leur dirai de préparer leurs affaires. Il a raccroché avant que je ne puisse le regretter. Le vendredi, je suis arrivé chez eux à 17h précise. J'ai sonné à la porte. Personne n'a ouvert. J'ai sonné à nouveau. Rien. Finalement, Tiffany a ouvert la porte, les cheveux en bataille et en pyjama, avec un air agacé. Oh, belle-mère. Je pensais que vous arriveriez plus tard. Ils ont dit 17h. Oui. Eh bien, entrez. Les enfants regardent la télé. Je suis entré. La maison était un désastre. Des jouets partout. De la vaisselle sale dans l'évier, des vêtements éparpillés, l'odeur des poubelles non sorties. Avez-vous laissé de la nourriture préparée pour les enfants, ai-je demandé. Oh, non. Nous n'avons pas eu le temps. Mais il y a de l'argent sur la table, donc vous pouvez commander quelque chose. J'ai regardé la table. Il y avait $40. $40 pour nourrir 5 enfants pendant 3 jours. Tiffany, ce n'est pas suffisant même pour, oh, belle-mère, vous êtes douée pour faire des économies. De plus, il y a des haricots dans le frigo et du riz. Vous vous débrouillerez avec ça. Elle est allée dans sa chambre. David n'est même pas descendu pour me saluer. Une demi-heure plus tard, ils sont descendus avec des valises, de grandes valises, des vêtements élégants. David avec une chemise en lin. Tiffany avec une robe de plage et un chapeau. C'est pour un engagement professionnel, ai-je demandé, en montrant sa tenue. C'est une retraite d'entreprise, a dit David sans me regarder dans les yeux. Dans un hôtel, mais il y a des réunions importantes. Tiffany prenait déjà des selfies avec son téléphone dernier cri. Bon, maman, appelle-nous pour n'importe quoi. Les enfants savent déjà qu'ils doivent obéir. Il y a des couches pour Lily dans sa chambre. Matt a des devoirs de maths. Les jumelles ne peuvent pas regarder la télé après 20h. Tu connais les routines. Attends. Et le numéro du pédiatre au cas où quelque chose arriverait. C'est sur le frigo, sur un aimant. Pendant que nous partons, il se fait tard. Les enfants, soyez sages avec grand-mère. Et ils sont partis. Ils sont partis, me laissant dans cette maison sale avec 5 enfants, $40, et aucune instruction claire. Je suis resté là, écoutant le moteur de leur SUV s'éloigner. Et quelque chose en moi a murmuré, ce n'est pas normal. Mais j'ai encore avalé. Comme toujours, j'ai retroussé mes manches et j'ai commencé. D'abord, j'ai nettoyé la cuisine. La vaisselle du petit déjeuner était toujours là avec de la nourriture collée. J'ai nettoyé. J'ai lavé. J'ai désinfecté. Puis j'ai préparé de la nourriture avec ce qu'il y avait. Du riz, des haricots, quelques œufs que j'ai trouvés au fond du réfrigérateur. J'ai fait des quesadillas avec des tortillas que j'avais apportées parce que je savais qu'il n'y aurait rien. Les enfants ont mangé comme s'ils n'avaient pas goûté de nourriture maison depuis des jours. Grand-mère Hélène. Pourquoi la nourriture que tu prépares a meilleur goût, a demandé Ethan, la bouche pleine. Parce que je la fais avec amour, mon chéri, ai-je répondu en lui caressant la petite tête. Tiffany avait raison sur quelque chose.
Je savais comment faire des économies. J'ai utilisé les 40 $ pour acheter les produits de base, lait, pain, œufs, légumes. J'ai tout cuisiné à partir de 0, 3 repas par jour. Mais je n'ai pas seulement cuisiné. J'ai lavé des montagnes de vêtements sales que j'ai trouvés accumulés. J'ai repassé. J'ai plié. J'ai rangé. J'ai nettoyé les salles de bain. 3 salles de bain qui semblaient n'avoir pas été nettoyées depuis des semaines. J'ai joué avec les enfants. Des Lego avec Matt. Des poupées avec les jumelles. Des voitures avec Ethan. Des chansons avec Lily. J'ai aidé avec les devoirs. Matt avait 3 devoirs en retard que sa mère n'avait pas eu le temps de vérifier. Je leur ai donné des bains, les 5, un par un, avec patience. Je leur ai raconté des histoires avant de dormir. Je les ai serrés dans mes bras quand ils ont fait des cauchemars. Je n'ai presque pas dormi. Lily se réveillait toutes les 3 heures. Ethan a mouillé son lit et j'ai dû changer les draps à 2 heures du matin. Sophie a eu de la fièvre le samedi et j'ai passé la nuit à lui mettre des linges froids. Le dimanche après-midi, la maison était impeccable. Elle brillait, les vêtements propres et pliés. Les enfants baignaient, peignaient, nourris, heureux. J'étais détruite. J'avais mal au dos, aux genoux. Mes mains étaient gonflées à force de laver. Je n'avais pas dormi plus de 10 heures en 3 jours, mais je l'ai fait parce que c'est comme ça que nous sommes, nous les grands-mères, parce que nous aimons au-delà de l'épuisement. David et Tiffany sont arrivés à 21 heures, bronzés, radieux, détendus. Tiffany est entrée en riant de quelque chose sur son téléphone. David portait un sac de souvenirs. « Maman, tout va bien ?» a demandé David, laissant sa valise dans le salon que je venais d'aspirer. « Oui, les enfants dorment. »« Bien. Merci. Merci. » Un mot. Comme quelqu'un qui dit merci à la personne qui tient la porte ouverte. Tiffany est montée directement dans sa chambre sans même me saluer. « Mon fils » ai-je dit d'une voix fatiguée. « D'où viens-tu ?»« De là de la retraite d'entreprise. »« Je te l'ai déjà dit. » »« Où était cette retraite ?» Il est devenu nerveux. « Dans un hôtel près d'ici. »« Bon, maman, nous sommes fatigués. Veux-tu que je te commande un Uber ? » ? Non merci. Je prendrai le bus. Sûr. D'accord. Eh bien, merci encore. Je suis parti, endolori, épuisé, avec ce goût amer dans la bouche donné par l'intuition que quelque chose ne collait pas. Je suis arrivé chez moi. Je me suis jeté sur le lit sans même enlever mes chaussures. Et puis, parce que l'univers a un sens de l'humour cruel, j'ai ouvert Facebook. Et là, c'était une publication de Tiffany. Sa vie il y a 2 heures. Des photos. Des dizaines de photos. Tiffany en maillot de bain dans une piscine à débordement. David avec un cocktail à la main. Tous deux dans un restaurant élégant avec du homard. Des cabanes de plage. Coucher de soleil sur la mer. Massage en couple. Verre de champagne. La légende disait, repos en couple. Cabot sans enfant. Liberté. Amour. Détente totale. Cabot sans Lucas, Cabot. Ce n'était pas une retraite d'entreprise. Ce n'était pas une réunion. Ce n'était pas un travail urgent. C'était un week-end de luxe dans un complexe hôtelier à Cabot. Pendant que moi, sa stupide mère, je me cassais le dos à m'occuper de ses enfants sans dormir avec 40 $ dans sa maison sale. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. J'ai continué à regarder les photos comme une torture auto-imposée. Il y en avait une où les bracelets du complexe étaient visibles, tout compris. Ces endroits coûtaient au moins 1000 $ par nuit, 3000 $ pour le week-end, pendant que j'étirais 40 $ pour 5 enfants, pendant qu'ils me devaient 5000 $ qu'ils n'allaient jamais rembourser. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas avec du bruit, pas avec du drame. Cela s'est brisé en silence. Comme quand un verre en cristal se fissure intérieurement et qu'à l'extérieur il a l'air entier, mais qu'il ne peut plus rien contenir sans se répandre. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré de rage, d'humiliation, d'épuisement, de solitude. Mais surtout, j'ai pleuré parce que j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a 2 ans.
Pour eux, je n'étais pas une mère. Je n'étais pas une grand-mère. J'étais un service gratuit. Et cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais plus être gratuite. Je n'allais plus être un service. Je n'allais plus être invisible. J'allais facturer. Pas avec de l'argent, avec quelque chose de bien plus précieux, avec de la dignité. Le lundi matin, je me suis réveillée différente. Pas plus légère, pas plus heureuse, mais plus lucide. Comme quand on enlève des lunettes sales qu'on portait depuis des années et que tout à coup on voit le monde tel qu'il est. Laid, cruel, mais réel. J'ai préparé mon café. Je me suis assise à ma petite table près de la fenêtre et j'ai pris mon téléphone. J'ai bloqué les réseaux sociaux de Tiffany, non par colère, mais pour ma santé mentale. Je n'avais pas besoin de continuer à voir sa vie parfaite construite sur mon dos. Mais avant de fermer Facebook, j'ai vu quelque chose. Un commentaire sur sa publication de cabot d'une de ses amies. Ami, tu l'as mérité. Après tout le stress des dettes, tu avais besoin de cette pause. Dette. Ce mot est resté flottant dans mon esprit comme une mouche dans une soupe. Quelle dette? Si, selon David, ils allaient bien. S'ils pouvaient payer des fêtes à 10 000 $, s'ils avaient une grande maison, un nouveau SUV, des vêtements de créateur, quelle dette? La semaine passa lentement. Je ne les ai pas appelés. Ils ne m'ont pas appelé non plus. Le samedi matin, David m'a envoyé un message. Maman, peux-tu garder les enfants? Mercredi après-midi, Tiffany a un rendez-vous chez le médecin. Rien. Comment vas-tu? Rien. Comment ça s'est passé après les avoir gardés tout le week-end? Juste, peux-tu faire du babysitting? J'ai répondu, je ne peux pas. J'ai un rendez-vous. J'ai menti. Je n'avais rien, mais j'avais besoin qu'il ressente, ne serait-ce qu'un peu, ce que c'est que d'être mis de côté. D'accord, je verrai ce que je fais. Et c'était tout. Il n'a même pas demandé quel rendez-vous, ni ne s'en est soucié. 2 semaines plus tard, un dimanche, David m'a appelé. Maman, nous allons déjeuner. Tu veux venir? Après un mois de silence, soudain, il m'invitait. Quelque chose ne collait pas, mais j'ai accepté parce que j'avais besoin de les voir. J'avais besoin de confirmer mes soupçons. Je suis arrivé chez eux à midi. J'ai sonné à la porte. Tiffany a ouvert avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Belle-mère, entrez. Entrez. La maison était impeccable. Trop, comme quand on nettoie à la hâte parce qu'un visiteur important arrive. Les enfants m'ont salué avec des câlins sincères. Au moins, ils m'aimaient toujours. Où allons-nous manger, ai-je demandé. Ici même, a dit Tiffany. J'ai commandé chinois, vous savez, pour ne pas dépenser trop. Voilà encore. Le sujet de l'argent. Pendant le repas, j'ai remarqué des choses. David était nerveux. Il n'arrêtait pas de bouger sa jambe sous la table. Tiffany était sur son téléphone toutes les 5 minutes. Et sur la table, parmi les récipients de nourriture chinoise, il y avait des papiers. Des papiers qu'ils ont essayé de couvrir avec un apron quand je me suis assise, mais je les ai vus. Des relevés bancaires, des logos de banque. Quand Tiffany est allée aux toilettes et que David est monté changer Lily, je suis resté seul dans la salle à manger. Les enfants regardaient la télévision dans le salon et ces papiers étaient là, à 60 centimètres de moi. Je ne suis pas une commère. Je n'ai jamais été de celles qui fouillent les tiroirs ou lisent les messages des autres. Mais quelque chose en moi, cet instinct maternel qui sent le danger à des kilomètres, m'a fait tendre la main. J'ai pris un des papiers. C'était un relevé de carte de crédit. Chase Bank au nom de David Reyes. Solde actuel, 12 450 $. Paiement minimum en retard, 800 $. Frais de retard, 1500 $. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai pris un autre papier. Citibank Tiffany Reyes. Solde, 9 300 $. Un autre. Carte de grand magasin Nordstrom. Solde, 4 600 $. Un autre. Prêt personnel. Speedy Cash. Montant, 18 000 $. Paiement mensuel, 900 $. 3 mois de retard.
Mes mains tremblaient pendant que je vérifiais papier après papier. Ce n'était pas un ou deux. C'était des piles, des cartes de crédit, tout au maximum, tout avec des frais de retard. Des prêts personnels, des prêts sur salaire, même un ticket de prêteur sur gage. J'ai fait des calculs mentaux rapides. La dette totale était d'environ 80 000 $. 80 000 $. Ma pension entière pendant presque 6 ans. Comment un jeune couple avec de bons emplois pouvait-il devoir autant? Et puis je me suis souvenu du mariage. Ce mariage ostentatoire avec 500 invités. La demande en mariage dans un restaurant cher. La lune de miel en Europe. La maison plus grande qu'il n'en avait besoin dans un quartier cher. Le SUV flambant neuf alors qu'une voiture d'occasion aurait suffi. Les fêtes, chaque anniversaire des enfants comme s'ils étaient des mariages royaux. Les vêtements, toutes des marques de créateurs pour eux et les enfants. Les voyages, Cabo, Puerto Vallarta, 2 fois Hawaï, les jouets, tablettes, consoles, vélos chers, tout était pour le spectacle. Pour que la famille de Tiffany pense que David avait réussi. Pour qu'ils aient l'air d'être la famille parfaite sur les réseaux sociaux. Ils vivaient dans un mensonge construit avec des banques en plastique. Et puis, comme un éclair fendant le ciel, je me suis souvenu d'autre chose. Il y a 6 mois. David m'a appelé en pleurant. Maman, j'ai besoin d'aide. C'est urgent. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? C'est Sophie. Elle a une forte infection. Elle a besoin d'examens et de médicaments chers. L'assurance ne couvre pas tout. J'ai besoin de 5 000 $. Je sais que c'est beaucoup, mais 5 000 $. Mes économies de 10 ans. L'argent que j'économisais pour quand je tomberais malade, pour quand je ne pourrais plus subvenir à mes besoins, pour mon avenir incertain. Maman, si ce n'était pas pour elle, je ne te demanderais pas, mais c'est ma fille, ta petite fille. Comment allais-je dire non? Le lendemain, je suis allé à la banque. J'ai retiré mes 5 000 $. Je les leur ai donnés. Je te rembourserai dans 3 mois, maman. Je te le promets, avec des intérêts. 6 mois se sont écoulés. Il ne l'a jamais remboursé. Il n'en a plus jamais parlé. Et moi, folle, je ne l'ai jamais réclamé parce que la famille ne facture pas la famille. Mais maintenant, en voyant ces papiers, j'ai compris qu'il n'y avait pas eu d'urgence médicale. Sophie n'a jamais été gravement malade. Ils ont utilisé mes économies pour payer des dettes ou pire, pour sauver les apparences. Pendant que je mangeais du riz toute la semaine pour économiser 100 $ de plus, pendant que je portais les mêmes vêtements qu'il y a 10 ans, pendant que j'éteignais le chauffage pour économiser du gaz, eux sont allés à Cabo. Le papier que j'avais en main a commencé à se froisser dans mon poing fermé. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Rapidement, j'ai remis les papiers comme ils étaient. J'ai tout recouvert avec le napperon. Je me suis assise droite. J'ai pris une profonde inspiration. David est descendu avec Lily dans ses bras. Tout va bien, maman? Oui, mon fils. Tout va bien. Mensonge. Rien n'allait bien. Tiffany est sortie de la salle de bain en se maquillant. Eh bien, belle-mère, j'espère que vous aimez la nourriture. C'était délicieux. J'ai menti. Nous nous sommes assis pour finir de manger. Ils ont parlé de choses sans importance. J'ai hoché la tête mécaniquement, mais mon esprit était ailleurs. Ils calculaient, planifiaient, comprenaient. Finalement, après le dessert, qui était une tarte au citron bon marché de boulangerie, David s'est éclairci la gorge. Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. C'était ça. C'est pourquoi il m'avait invité. Dis-moi. C'est à propos de la maison. Ma maison. La maison à 2 étages que j'avais héritée de mes parents dans le quartier d'Oakwood. Petite, oui, mais dans une zone qui, ces dernières années, avait beaucoup pris de valeur. Une maison qui valait, selon la dernière évaluation que j'avais faite, 350 000 $. Ma seule possession de valeur, ma seule sécurité. Qu'en est-il de la maison, ai-je demandé d'une voix calme, bien que mon estomac se tordait. Eh bien, Tiffany et moi avons réfléchi. Tu vieillis déjà. Cette maison est beaucoup d'entretien pour toi. Les escaliers, le jardin. Je me débrouille bien. Je sais, maman. Mais regarde,
nous avons une proposition. Tiffany s'est penchée en avant avec le sourire d'un vendeur de voitures d'occasion. Belle-mère, nous connaissons quelqu'un qui est intéressé par l'achat dans ce quartier. Il offre 300 000 $ en espèces. Une affaire rapide, 50 000 $ de moins que la valeur réelle, et tu viens vivre avec nous, a continué David. Nous avons une chambre au rez-de-chaussée, petite mais confortable. Tu serais avec tes petits-enfants tous les jours. Avec mes petits-enfants et étant leur nounou à plein temps sans salaire. De plus, a ajouté Tiffany, vous pouvez investir cet argent. Nous vous aiderons à chercher quelque chose qui vous rapporte, bien sûr. Et aider signifiait que cet argent finirait par payer leurs 80 000 $ de dette. Ils voulaient me laisser sans maison, sans bien, dépendante d'eux, liée à eux pour toujours. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Mon fils, le garçon que j'ai élevé, celui qui a juré de prendre soin de moi toujours, et sa femme, la femme qui l'avait transformé en cela. J'ai souri. Un sourire calme, doux. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Maman, mais c'est urgent. L'acheteur n'attendra que. Laisse-moi y réfléchir, David. Mon ton était ferme, plus ferme qu'il ne l'avait été depuis 2 ans. David s'est tu. Quelque chose dans mon regard lui a dit qu'il y avait une limite et qu'il venait de l'atteindre. J'ai dit au revoir. J'ai serré mes petits-enfants dans mes bras. J'ai quitté cette maison. Et dans le bus du retour, tandis que la ville défilait par la fenêtre, j'ai pris une décision. Ils n'allaient pas avoir ma maison. Ils n'allaient pas m'avoir. J'allais me protéger pour la première fois de ma vie. Et ils allaient apprendre que les mères pardonnent. Mais les mères se souviennent aussi. Et quand une mère décide que c'en est assez, c'en est assez. Je suis arrivé chez moi cette nuit-là avec un but. Pas avec la vengeance, pas encore. Avec de la clarté. Je me suis assise dans ma salle à manger. J'ai sorti un vieux carnet que j'utilisais pour noter des recettes. Et j'ai commencé à tout écrire. Chaque dollar emprunté, chaque humiliation, chaque promesse brisée. Les 5 000 $ qu'ils n'ont jamais rendus. Date, mars 2024. Témoin. Aucun. Mais je me suis souvenu du reçu de la banque, des fêtes où ils m'avaient mis à part, 4 au total. Témoin. Mes sœurs Stella et Lucie et 2 d'entre eux. Les week-ends de babysitting sans salaire 6 fois en 8 mois. Les cadeaux rejetés. 850 $ jetés à la poubelle. J'ai écrit pendant 2 heures. Quand j'ai eu fini, j'avais 3 pages pleines d'une vérité qui faisait mal à lire en bloc. Je n'étais pas une mère dramatique. J'étais une mère utilisée. Le lendemain, lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai appelé mon amie Linda. Linda et moi nous connaissions depuis l'école primaire. Elle avait étudié le droit. Elle a travaillé 30 ans comme avocate pour l'État. Maintenant, elle était à la retraite. Elle vivait à 3 pâtés de maison de chez moi et était l'une des rares personnes en qui j'avais pleinement confiance. Linda, lui ai-je dit quand elle a répondu, j'ai besoin de conseils juridiques. Quelque chose de grave est arrivé? Non, mais j'ai besoin de me protéger. Viens à la maison tout de suite. Une demi-heure plus tard, elle était assise dans mon salon avec une tisane à la camomille dans les mains, écoutant tout. Linda a écouté en silence. Elle ne m'a pas interrompu. Elle ne m'a pas jugé. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément. Hélène, tu as été maltraitée émotionnellement pendant 2 ans et maintenant ils veulent prendre la seule chose que tu as. Que dois-je faire? D'abord, tu dois tout documenter. As-tu une preuve de ce prêt? J'ai le reçu de la banque où j'ai retiré l'argent et des messages WhatsApp où David me le demande. Parfait. Garde-les. Fais des captures d'écran. Elle a sorti un carnet et a commencé à écrire. Deuxièmement, ta maison. Est-elle à ton nom? Oui. Je l'ai héritée de mes parents il y a 15 ans. Elle est à mon nom. As-tu fait un testament? Je suis restée silencieuse. Linda. J'ai dit verbalement à David que la maison serait pour lui, mais je ne l'ai jamais mis par écrit. Linda a fermé les yeux, soulagée. Dieu merci. Cela signifie que légalement, tu peux faire ce que tu veux de cette propriété et personne ne peut te forcer à la vendre. Mais David dit qu'ils ont déjà un acheteur.
qu'ils aient mis l'acheteur. Sans ta signature, rien n'est vendu. Point. Elle m'a expliqué mes droits. Elle m'a expliqué comment protéger mes biens. Elle m'a parlé des options de testament et de fiducie. Et si je veux changer mon testament, ai-je demandé timidement. C'est ton droit absolu. Tu peux laisser ta maison à qui tu veux, à une institution, à un chat, à personne. Même si je l'ai promis à mon fils. Hélène, une promesse verbale n'est pas un contrat. Et d'ailleurs, les promesses sont faites sous certaines conditions de respect et d'amour. Si ces conditions n'existent plus. J'ai compris. Aide-moi, lui ai-je dit. Aide-moi à me protéger. Linda a pris ma main. Nous allons faire un nouveau testament. Nous allons tout documenter et nous allons nous assurer que, le moment venu de fixer des limites, tu le fasses depuis une position de force, pas de supplication. Cette semaine a été intense. Linda m'a accompagné chez le notaire. Nous avons fait un nouveau testament. J'y ai établi que ma maison, au moment de ma mort, serait donnée à une fondation qui aide les enfants atteints de cancer. Pas à David, à des enfants qui en ont vraiment besoin. J'ai conservé le document dans un coffre-fort à la banque. J'ai aussi fait autre chose. J'ai récupéré tous les reçus des cadeaux que j'avais faits ces 2 dernières années. J'ai tout gardé. Vieille habitude de ma génération. Le pull tricoté, $45 de fil fin. Les robes brodées, $120 chacune. Le camion en bois, $98. Le mobile avec des clochettes en argent, $230. C'était celui de ma mère, mais j'avais l'évaluation. Anniversaire, Noël, fête des enfants. J'ai tout additionné, $9 560 en 2 ans. Presque un an de ma pension en cadeaux qui ont fini dans des coins oubliés ou à la poubelle. Les chiffres ne mentaient pas. Pendant que je faisais tout cela, David a appelé 3 fois. Maman, as-tu pensé à la maison? J'y pense encore, mon fils, c'est juste que l'acheteur fait pression. Qu'il attende. Mon ton était différent. Plus suppliant, plus doux, mais ferme. La 4e fois qu'il a appelé, c'était un vendredi soir. Je dînais tranquillement, regardant mon feuilleton. Maman, il faut qu'on parle. C'est sérieux. Dis-moi. Demain, je viens chez toi à 11h. Tiffany et moi avons besoin que tu signes les papiers de prévente. Je n'ai pas dit que j'allais vendre. Maman, sa voix a monté d'un ton. Ce n'était plus une demande. C'était une exigence. Je ne demande pas la permission. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons des situations à résoudre. Ah, enfin la vérité. Quelle situation? Le silence de David. Les dettes. Plus de silence. Lourd. Coupable. Comment sais-tu? J'ai vu les papiers sur ta table. Les $80 000 que tu dois. J'ai entendu sa respiration s'accélérer. Ce ne sont pas tes affaires. Ça devient mes affaires quand tu veux utiliser ma maison pour payer tes dettes. Ce n'est pas comme ça, maman. C'est un investissement. Je t'expliquerai si je n'étais pas quoi, David. Si compliqué, toujours si dramatique. Dramatique? J'ai avalé 2 ans d'humiliation sans dire un mot. Et dis-moi, mon fils. Ma voix est sortie froide comme la glace. Les $5 000 que je t'ai prêtés étaient aussi pour un investissement? Silence mortel. Parce que tu m'as dit que c'était pour une urgence médicale pour Sophie. Mais Sophie n'a jamais été malade. N'est-ce pas, maman? C'était. Il y avait un problème avec les cartes de crédit. Ils allaient reprendre le SUV. Nous avions besoin. Tu as menti. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. Tu m'as menti, David. Et tu as utilisé ta fille comme excuse pour vider mes économies. C'était une urgence. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Nous laisser perdre le camion? Je voulais que tu leur dises la vérité et que vous vendiez ce camion que vous ne pouvez pas vous permettre au lieu de vivre un mensonge. Tu ne comprends rien. Vanessa a une réputation à maintenir. Sa famille attend. Et qu'est-ce que ta famille attend, David? Ta mère. Qu'est-ce qu'elle attend? Tu nous as toujours soutenus. Tu as toujours été là pour aider.
Aider est une chose. Être utilisé en est une autre. Ne sois pas injuste. Injuste moi. Après m'être occupé de tes enfants pendant que tu étais en vacances. Après avoir mangé dans des assiettes en plastique pendant que ton beau-père mangeait dans de la porcelaine fine. Après que tu aies laissé mes cadeaux non ouverts comme s'ils étaient des ordures. Tu vas recommencer avec ça? Oui, David. Je vais commencer parce que je n'ai jamais fini, parce que j'ai tout avalé. Mais c'est fini. Maman, si tu ne nous aides pas avec ça, nous allons perdre la maison. Et là, c'était la vérité finale. Ils ne voulaient pas que je vende pour que je vive avec eux. Ils voulaient que je vende pour les sauver. Ce n'était pas ma responsabilité. Je suis ton fils et je suis ta mère, pas ta banque, pas ta femme de ménage, pas ton sauveur. Chaque fois que toi et ta femme prenaient de mauvaises décisions. Vanessa a raison. Tu es égoïste. Tu l'as toujours été. Ces mots m'ont fait plus mal que tous les précédents réunis. Si tu crois ça, ai-je dit d'une voix tremblante mais ferme, alors nous n'avons plus rien à nous dire. David, ne viens pas demain. Je ne signerai rien. Ma maison est à moi et elle restera à moi jusqu'au jour où je déciderai quoi en faire. Tu vas le regretter. J'ai déjà des regrets, David, sur beaucoup de choses. Mais à ce sujet, je ne regretterai rien. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je me suis laissé tomber sur le fauteuil, et j'ai pleuré, non de tristesse, mais de libération. Pour la première fois en 2 ans, j'avais dit non. Et le ciel n'est pas tombé. Le monde ne s'est pas arrêté. J'étais toujours là, plus forte que je ne le pensais. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois parce que j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais toujours dû savoir. L'amour d'une mère n'a pas de limite. Mais le respect de soi ne devrait pas en avoir non plus. Et je venais de trouver le mien. Mais ce n'était que le début parce que David n'était pas du genre à accepter un non comme réponse. Et ce qui est venu ensuite m'a montré de quoi mon fils était vraiment fait. Après avoir raccroché avec David cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas immédiat. Ce n'était pas magique. C'était comme quand le soleil sort après une tempête. Lent, graduel, mais inévitable. Je me suis levé du fauteuil. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardé dans le miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai reconnu la femme qui me regardait. Ce n'était pas la grand-mère invisible mendiant des miettes d'affection. C'était Hélène Reyes, 67 ans, veuve, survivante. Une femme qui avait élevé un fils seul en faisant des doubles postes. Une femme qui avait enterré son mari et ne s'était pas effondrée. Une femme qui méritait le respect. Quand avais-je oublié cela? Je me suis préparé du thé. Je me suis assise à ma table et j'ai commencé à planifier. Si David pensait que c'était fini, il se trompait. Cela ne faisait que commencer, mais cette fois avec mes règles. Le lendemain, samedi, j'ai appelé mes sœurs. Stella, l'aînée, 72 ans, institutrice à la retraite, également veuve. Lucie, la plus jeune, 63 ans, couturière, mariée à Robert. Nous ne nous étions pas réunis depuis des mois. David trouvait toujours des excuses pour ne pas leur rendre visite. Elles vivent trop loin, maman. Les enfants s'ennuient là-bas. Vanessa a des choses à faire. La vérité est qu'elles n'ont jamais aimé Vanessa. Et Vanessa le savait. Sœur, leur ai-je dit quand elles sont arrivées chez moi cet après-midi-là avec des pâtisseries et du chocolat chaud. J'ai besoin de votre aide. Je leur ai tout raconté. Chaque détail, chaque humiliation, chaque mensonge. Stella a serré les poings. Lucie a pleuré de colère. Ce garçon, a dit Stella d'une voix d'acier, tu l'as mieux élevé que ça. Cette femme l'a ruiné, a ajouté Lucie. Depuis qu'il l'a épousée, il a changé. Je ne peux pas la blâmer seule, ai-je dit. David est un adulte. Il choisit cela. Et que vas-tu faire, a demandé Stella. Je vais me protéger, mais j'ai besoin que vous soyez témoin de tout. Je leur ai montré mon carnet avec les notes, les reçus, les captures d'écran. Mon Dieu, Hélène, a chuchoté Lucie, en regardant les chiffres. Ils ont volé ton avenir. Ils ne le voleront plus. Ce jour-là, nous avons fait un plan. Stella,
avec son expérience d'institutrice qui ne laissait personne la bousculer, m'a conseillé, tu dois documenter chaque interaction. S'il t'appelle, enregistre-le. S'il t'envoie un message, fais une capture d'écran. Ils vont vouloir te faire passer pour la méchante. Ne les laisse pas faire. Lucie, plus émotive, mais tout aussi forte, a ajouté, et tu as besoin de témoins, ma sœur. Ne les affronte pas seule. Nous serons là. Mais surtout, a dit Stella, en prenant ma main, ne te bats pas avec la colère. Batte-toi avec la raison, la tête froide. C'est là que tu gagnes. Elle avait raison. Les jours suivants se sont passés étrangement calmes. David n'a pas appelé, n'a pas écrit. Silence. C'était le silence que les enfants utilisent quand ils sont contrariés et veulent vous punir par leur absence. Le silence qui me brisait le cœur. Mais maintenant c'était la paix. J'ai utilisé ce temps à bon escient. Je suis allé à la banque. J'ai parlé avec mon gestionnaire de compte. Madame Reyes, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de m'assurer que personne d'autre que moi ne peut accéder à mes comptes ou effectuer des mouvements. Nous avons tout examiné. Mot de passe, accès, signatures autorisées. Y a-t-il quelqu'un d'autre enregistré sur vos comptes? Il ne devrait pas y en avoir. Elle a vérifié le système. Non, madame, seulement vous. J'ai soupiré, soulagé. Mais je recommande d'activer l'authentification à 2 facteurs et les alertes de transactions par message texte. J'ai tout fait. J'ai aussi fait quelque chose de plus important. Je suis allé au cabinet d'avocat où mon Nouveau Testament était conservé. Conseiller, ai-je dit au notaire, un homme âgé avec d'épaisses lunettes, y a-t-il un moyen pour que mon fils sache que j'ai changé le testament? Non, madame. Le testament est confidentiel jusqu'au moment de votre décès. Parfait. Mais, a-t-il ajouté avec une curiosité professionnelle, puis-je vous demander pourquoi vous avez fait ce changement? Il n'est pas courant qu'une mère déshérite son fils unique. Je ne l'ai pas déshérité, conseiller. J'ai juste décidé que mes biens seraient plus utiles ailleurs. Il a hoché la tête, n'a pas jugé, a juste pris des notes. Une dernière chose, ai-je dit. Puis-je ajouter une clause? Cela dépend de quel type. Je veux qu'une lettre soit incluse lors de la lecture du testament. Une lettre expliquant pourquoi j'ai pris cette décision. Une lettre posthume? Exactement. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Reyes, les testaments avec des lettres explicatives sont généralement ceux qui font le plus mal. Êtes-vous sûr? Complètement. Cet après-midi-là, assise dans ma salle à manger, j'ai écrit la lettre. Pas avec colère, pas avec haine, mais avec vérité. David, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Et cela signifie que tu connaîtras enfin la vérité sur la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Protection envers les enfants qui n'ont pas de grand-mère. Envers les familles qui ont besoin d'un toit. Envers un avenir que je n'ai pas pu assurer pour moi-même, mais que je peux assurer pour les autres. Je t'ai aimé. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais aimer ne signifie pas se laisser utiliser. Aimer ne signifie pas abandonner sa dignité avec ses biens. J'espère que lorsque tu liras ceci, tu comprendras qu'une mère peut tout pardonner sauf se perdre, avec un amour éternel. Ta maman. J'ai plié la lettre. Je l'ai scellée. Je l'ai remise au notaire. Ceci sera lu avec le testament, a-t-il confirmé. J'ai quitté ce bureau en me sentant plus légère. J'avais assuré mon avenir. Ou du moins j'avais empêché mes biens de finir par payer des dettes pour une vie qui n'était pas la mienne. Mais le plan ne s'est pas arrêté là parce que je savais que David n'allait pas abandonner. Et j'avais raison. 2 semaines plus tard, un mardi après-midi, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était David, seul, sans Vanessa, sans les enfants, avec un visage comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Maman, on peut parler? Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, lui sur le canapé, moi dans ma chaise, comme des étrangers. Je suis venu te demander pardon, a-t-il dit d'une voix brisée. Et il a commencé à pleurer. Pas des plaintes, de vrais pleurs. Désespéré. Maman, je suis désespéré.
Vanessa et moi, nous allons tout perdre. La banque est sur le point de saisir la maison. Ils ont déjà pris le SUV. Nous sommes poursuivis pour les cartes de crédit. Et il m'a regardé, confus. Et maman, nous allons finir à la rue avec 5 enfants. Tu aurais dû penser à ces 5 enfants avant de dépenser $3000 à Cancun. Il a baissé la tête. Tu as raison. Nous étions des idiots, mais nous voulions juste. Nous voulions prouver à la famille de Vanessa que j'étais suffisant. Que je n'étais pas le pauvre type qui a épousé leur fille. Et prouver cela valait la peine de perdre ta dignité. Valait la peine de me mentir? Valait la peine de m'humilier? Je ne voulais pas t'humilier, maman, mais tu l'as fait encore et encore. Je sais, et je suis désolé, mais s'il te plaît, aide-nous. Nous n'avons besoin que de $20 000 pour régler les dettes les plus urgentes. Nous te rembourserons. Comme tu m'as remboursé les $5000 précédents. Il est resté silencieux. David, ai-je dit d'une voix fatiguée, ces $20 000 sont presque tout ce que j'ai. Si je te les donne, que va-t-il se passer dans 6 mois quand tu seras à nouveau en crise? Cela n'arrivera pas. Oui, cela arrivera parce que rien n'a changé. Vanessa veut toujours se montrer. Tu la laisses toujours faire. Et je continue d'être ton sauveur. J'ai déjà parlé avec elle. Elle va changer. Où est-elle en ce moment? À la maison. Et pourquoi n'est-elle pas venue avec toi pour s'excuser? Silence. Parce qu'elle ne croit pas que nous ayons fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu. Mais son silence a tout dit. David, pars. Maman, pars. Et réfléchis bien à ce que tu veux vraiment dans ta vie. Parce que si tu veux une relation avec moi, ce sera à mes conditions, avec respect, avec honnêteté, sans manipulation. Et les enfants, tu ne te soucies pas de tes petits-enfants? Ce coup bas. Je me soucie d'eux plus que tu ne l'imagines. C'est pourquoi je ne vais pas leur apprendre qu'il est normal d'utiliser les gens, même si ces gens sont de la famille. Il s'est levé, vaincu. À la porte, il s'est retourné. Tu ne m'aimes plus? Cette question m'a brisé. Je t'aime tellement que je préfère te voir tomber maintenant et apprendre plutôt que de continuer à te secourir et te regarder sombrer davantage. Il est parti et je suis resté là, debout près de la fenêtre, le regardant marcher vers sa vieille voiture, probablement empruntée, les épaules affaissées. Et ça a fait mal. Ça a fait mal comme ça fait mal de rejeter un enfant. Mais je savais que c'était nécessaire parce que parfois l'amour véritable n'est pas de donner. C'est de savoir quand arrêter de donner. Cette nuit-là, Linda m'a appelé. Comment te sens-tu, mon ami? Comme si on m'avait arraché le cœur. C'est normal. Tu viens de fixer des limites pour la première fois de ta vie. J'ai fait la bonne chose? Tu as fait la bonne chose, ce qui n'est pas toujours la même chose que ce qui fait du bien. Elle avait raison. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que David avait un atout dans sa manche, un mouvement désespéré. Et quand il l'a joué, tout a explosé d'une manière que je n'avais jamais imaginée. 2 mois se sont écoulés. 2 mois de silence absolu. Pas d'appel, pas de message, pas même de photos des enfants sur les réseaux sociaux. C'était comme si David et sa famille avaient disparu de ma vie. Et ça fait mal. Je ne vais pas mentir. Ça fait mal quand le silence de ton enfant est si lourd qu'il te réveille la nuit. Mais je suis resté ferme. J'ai utilisé ce temps pour guérir, pour me reconnecter avec moi-même. J'ai commencé à aller au parc me promener tous les matins. J'ai repris mon groupe de prière à l'église. J'ai passé des après-midi avec mes sœurs. J'ai lu des livres que j'avais laissés de côté pendant des années. J'ai découvert que la paix, même solitaire, était meilleure que la compagnie toxique. Jusqu'à un vendredi après-midi d'octobre, mon téléphone a sonné. David. Mon cœur a fait un bond. Avait-il reconsidéré? Venait-il s'excuser pour de vrai? Allô, maman. Sa voix semblait différente. Étrange, comme forcée. Comment vas-tu? Bien, mon fils. Et toi? J'ai besoin de te voir. C'est à propos de la maison. Encore la maison. David, nous avons déjà parlé de ça. Non, maman. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses.
Juste. Peux-tu venir demain à 11 heures à la maison, s'il te plaît? Quelque chose dans son ton m'a alerté. Que se passe-t-il? Viens juste. C'est important. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Les mots que les gens utilisent avant de vous trahir. Mais c'était mon fils. Et l'espoir stupide d'une mère ne meurt jamais complètement. D'accord, je serai là. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai appelé Linda. Ami, David m'a demandé de venir demain. Il dit que c'est à propos de la maison. N'y va pas seul. Quoi? N'y va pas seul. Quand quelqu'un de désespéré te convoque pour parler de propriété, ce n'est jamais bon. Je viens avec toi. Je ne veux pas faire de scène. Hélène, ton fils te doit 5 000 $, veut ta maison d'une valeur de 300 000 $, et est endetté jusqu'au cou. C'est déjà une scène. Je viens avec toi. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Samedi à 11 heures du matin, Linda et moi sommes arrivés chez David. Elle portait une mallette. Je portais mon sac à main et les nerfs au ventre. Nous avons sonné à la porte. David a ouvert, surpris de voir Linda. Maman, je pensais que tu viendrais seule. Linda m'accompagne. Y a-t-il un problème? Il a hésité mais s'est écarté. Non, il n'y a pas de problème. Entrez. Nous sommes entrés. La maison semblait différente. Plus vide. Certaines choses manquaient. Le grand tableau du salon, la lampe chère de la salle à manger. Avez-vous vendu des choses, ai-je demandé. Nous avons dû nous ajuster, a-t-il répondu sans me regarder dans les yeux. Il nous a conduites au salon et là ils étaient. Vanessa assise sur le canapé avec un visage de pierre et ses parents, Monsieur Maurice et Madame Gabrielle, et un homme que je ne connaissais pas, costume gris, mallette, ressemblait à un avocat ou un notaire. Je me suis arrêté net. Qu'est-ce que c'est? Maman, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne m'assierai pas tant que vous ne m'aurez pas dit ce qui se passe ici. David a pris une profonde inspiration. C'est une réunion de famille pour résoudre cela de la meilleure façon. Linda m'a serré le bras. Hélène, nous pouvons partir tout de suite. Non, ai-je dit, je veux entendre ça. Nous nous sommes assises, Linda à côté de moi face à eux tous. Monsieur Maurice a parlé le premier. Hélène, on nous a demandé de venir en tant que médiateur. David et Vanessa traversent une période très difficile. Je suis sûr que vous, en tant que mère, ne voulez pas voir votre fils souffrir. Bien sûr que non. Alors vous comprendrez que parfois des sacrifices doivent être faits pour la famille. J'ai fait des sacrifices pour ma famille toute ma vie. Madame Gabrielle est intervenue avec cette voix douce qu'elle utilisait. Justement pour cette raison, nous savons que vous avez un cœur énorme et que vous n'allez pas permettre que vos petits-enfants se retrouvent sans abri. C'était ça, la manipulation émotionnelle. Mes petits-enfants ne vont pas se retrouver sans abri si leurs parents apprennent à vivre selon leurs moyens. Vanessa a laissé échapper un rire amer. Bien sûr, facile à dire quand on a une maison payée et que nous devons subvenir aux besoins de 5 enfants. Une maison que j'ai payée avec mon travail. Elle ne m'a pas été donnée. Assez. L'homme en costume gris a interrompu. Madame Reyes, permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Martinez, représentant légal de la famille Dominguez. Linda s'est tendue à côté de moi. Et que fait votre client ici, a-t-elle demandé avec sa voix d'avocate. Nous sommes ici pour présenter à Madame Reyes une proposition légale, une qui profite à tout le monde. Il a sorti des papiers de sa mallette. Il s'agit d'un acte de vente pour la propriété située au 47 Maple Street, Oakwood, votre maison. L'offre est de 300 000 $, 10 000 de plus que ce qui avait été offert précédemment. L'argent serait déposé sur votre compte et vous auriez le droit de vivre sur la propriété à vie, sans loyer. C'est une offre très généreuse, Madame Hélène, a ajouté Monsieur Maurice. En fait, nous serions les acheteurs et ainsi la maison resterait dans la famille. J'ai tout compris à ce moment-là. Ils voulaient acheter ma maison, la mettre à leur nom, me laisser y vivre à vie, mais sans en être propriétaire, et quand je mourrais, la maison serait pour David et Vanessa. Non, elle serait pour les Dominguez. Et si je refusais de vendre? Quoi, ai-je demandé?
Monsieur Martinez a esquissé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, madame, ce serait regrettable car nous devrions envisager d'autres options légales. Comme quoi? Comme un procès pour soutien parental de grands-parents. David est votre fils unique. Les enfants sont vos seuls petits-enfants. Légalement, vous avez une obligation de contribuer à leur entretien si les parents ne le peuvent pas. Mon sang s'est glacé. Vous me menacez? Ce n'est pas une menace, a dit Monsieur Maurice avec une fausse gentillesse. C'est la loi. Les grands-parents ont des responsabilités. Linda a bondi comme un ressort. C'est absolument faux. Les obligations de soutien parental des grands-parents ne s'appliquent que lorsque les parents sont incapables ou décédés. David et Vanessa sont en bonne santé et travaillent. Monsieur Martinez n'a même pas scié. Il existe une jurisprudence où les grands-parents ont été forcés de contribuer lorsque les parents sont dans des situations économiques critiques. Et allez-vous prouver lors d'un procès qu'ils sont en crise parce qu'ils se sont endettés de 30 000 $ pour des luxes? Est-ce que cela aura l'air bien sur un dossier? Un silence tendu est tombé. David a finalement parlé. Maman, s'il te plaît, ça n'a pas besoin d'en arriver là. Signe juste. Vends la maison. Tu continues d'y vivre. Tout le monde gagne, sauf moi qui perds mes biens. C'est toujours à propos de toi, Vanessa a explosé. Toujours toi, et tes petits-enfants. Tu ne te soucies pas d'eux. Je me soucie d'eux plus que vous. Clairement. Comment osez-vous? J'ose. Parce que je suis la seule à m'occuper d'eux sans facturer, la seule à leur faire des cadeaux qu'ils n'ouvrent pas, la seule à nettoyer votre maison quand vous partez en vacances. Vous avez fait ça parce que vous le vouliez, a craché Vanessa. Je l'ai fait parce que je suis idiote, mais plus maintenant. Je me suis levé. Je ne signerai rien. Ma maison n'est pas à vendre. Et si vous voulez me poursuivre, allez-y. On se verra au tribunal. Maman. David avait l'air désespéré. Vraiment désespéré. Si tu ne nous aides pas lundi, ils nous prennent la maison. Lundi, ils vont jeter tes petits-enfants à la rue. Et là, c'était l'ultimatum final. Alors, il est peut-être temps qu'ils apprennent qu'on ne peut pas vivre d'apparence. J'ai marché vers la porte. Monsieur Maurice s'est levé. Vous faites une erreur, Hélène. Quand vous verrez vos petits-enfants souffrir, vous le regretterez. Ce qui va me faire souffrir, ai-je dit, en me tournant vers lui, c'est de savoir que je vous ai permis de continuer à utiliser votre fille pour manipuler mon fils, mais c'est fini. J'ai quitté cette maison avec Linda juste derrière moi. Dans la voiture, mes mains tremblaient. J'ai bien fait, mon ami? Tu as fait parfaitement. C'était une embuscade. Ils t'ont emmené là pour te faire pression, t'intimider. Tactique classique d'abuseur. Peuvent-ils vraiment me poursuivre? Ils peuvent essayer. Ils ne gagneront pas, mais ils vont te faire vivre un enfer juridique. Et s'ils perdent vraiment leur maison? Linda a pris ma main. Hélène, écoute-moi. Ce n'est pas ta responsabilité de les sauver des conséquences de leurs décisions. Tu ne les as pas endettés. Ils ont creusé ce trou tout seuls. Elle avait raison. Mais le cœur d'une mère ne comprend pas les raisons. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dîner. Je me suis assise dans mon salon dans le noir, me demandant si j'avais été trop dur, si j'aurais dû signer juste pour que mes petits-enfants ne souffrent pas. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose. Les enfants souffraient déjà. Ils avaient des parents qui leur apprenaient que les apparences comptent plus que la vérité. Que l'argent peut être obtenu en manipulant les autres. Que les grands-parents existent pour être utilisés. Si je cédais maintenant, quelle leçon leur enseignerais-je? Non, ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour eux aussi. Parce qu'ils méritaient des parents qui les aimaient plus que leur ego. Et si David avait besoin de toucher le fond pour comprendre ça, alors qu'il touche le fond. Même si ça me brisait le cœur de le voir tomber. Ce que je ne savais pas, c'est que le lundi, il n'allait pas seulement perdre la maison. Quelque chose allait se passer qui changerait tout. Quelque chose que ni eux ni moi n'avions vu venir. Et quand cela arriverait, il deviendrait enfin clair qui avait raison. Le lundi, le jour se leva gris, des nuages lourds sur la ville, comme si le ciel savait que quelque chose de grave était sur le point d'arriver. Je me suis levé tôt. Je n'avais pas bien dormi. Toute la nuit,
j'avais rêvé de mes petits-enfants pleurant avec des cartons dans la rue, David me blâmant. J'ai préparé mon café. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai attendu. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais. Un appel désespéré. Un message furieux. Le silence. À 9 heures du matin, mon téléphone a vibré, mais ce n'était pas David. C'était un numéro inconnu. Madame Hélène Reyes? Oui. Qui parle? Je suis la directrice Patricia, directrice de l'école primaire Lincoln. Matt et les jumelles, Sophie et Val, étudient ici. Mon cœur s'est emballé. Quelque chose est arrivé? Les enfants vont bien. Les enfants vont bien physiquement, mais j'ai besoin que vous veniez à l'école. C'est urgent. Pourquoi? Où sont leurs parents? S'il vous plaît, madame, venez. C'est important. Elle a raccroché. Je me suis habillé à la hâte. J'ai appelé Linda. Ami, l'école m'a appelé. Quelque chose ne va pas avec les enfants? Je me dirige vers chez toi. N'y va pas seul. 20 minutes plus tard, nous étions en route pour l'école primaire. Nous sommes arrivés à l'école, une école privée, une de celles qui coûtent $500 par mois et par enfant. La directrice nous a reçus dans son bureau. Une femme d'une 50aine d'années, sérieuse mais gentille. Madame Reyes, merci d'être venue. Que s'est-il passé? Où sont les enfants? Ils sont en classe. Détendez-vous. Mais j'ai besoin de vous parler d'une situation délicate. Je me suis assise, Linda à côté de moi. La directrice a sorti un dossier. Les enfants Reyes Dominguez ont 3 mois de frais de scolarité impayés. Cela représente $4 500 de dette. 3 mois. Oui, nous avons appelé les parents à plusieurs reprises. Monsieur David promet de payer mais ne le fait jamais. Madame Vanessa a cessé de répondre à nos appels. Et pourquoi m'appelez-vous? Parce que ce matin, Monsieur David est venu. Il a dit que vous, en tant que grand-mère, prendriez en charge les frais de scolarité à partir de maintenant. Il a laissé vos informations. Il a dit que vous viendriez aujourd'hui régler le paiement. La rage est montée de mon estomac à ma gorge. Il n'avait pas le droit de dire ça. Je comprends. C'est pourquoi je voulais vous parler personnellement. Madame Reyes, si le paiement n'est pas régularisé cette semaine, je devrais désinscrire les enfants. Désinscrire? C'est la politique de l'école. Je suis vraiment désolé. Ce sont de bons enfants, mais je ne peux pas faire d'exception. Linda est intervenue. David a-t-il signé un document l'engageant à payer? Non, il a seulement donné le nom et le numéro de téléphone. Alors légalement, elle n'a aucune obligation. La directrice m'a regardé avec tristesse. Légalement, non. Moralement? Eh bien, ce sont vos petits-enfants. C'était encore là. Le chantage émotionnel déguisé en préoccupation. Laissez-moi parler à mon fils, ai-je dit d'une voix tremblante. Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse avant vendredi. Nous avons quitté cette école en silence. Dans la voiture, j'ai explosé. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il utiliser ses enfants comme ça? Hélène, respire. Je ne peux pas respirer. Il utilise ses enfants comme otages. Je sais, et c'est méprisable, mais tu ne peux pas porter ça. Et je les laisse se faire virer de l'école en plein milieu de l'année scolaire? Ce n'est pas ta décision. C'est celle de leurs parents. Mais les enfants n'y étaient pour rien. Quand nous sommes arrivés à ma maison, j'ai composé le numéro de David. Il n'a pas répondu. J'ai composé à nouveau. Rien. Je lui ai écrit, j'ai besoin de te parler maintenant à propos de l'école. Lu. Mais il n'a pas répondu. 1 heure s'est écoulée. 2 heures. À 15 heures, il a enfin répondu, je sais pourquoi tu appelles. Je n'ai pas l'argent, maman. C'est pourquoi j'ai donné ton nom. Tu peux le payer. Je peux le payer. C'est $1 500 par mois pour les 3 sur ma pension de $2000. Eh bien, il te manquerait $500, mais tu as sûrement des économies. Il me demandait d'utiliser toute ma pension pour ses enfants et moi. De quoi allais-je vivre? David, je ne paierai pas ses frais de scolarité.
Alors ils vont les virer. Alors trouve-leur une école publique. École publique? Tu es folle? Qu'est-ce que la famille de Vanessa va dire? Au diable la famille de Vanessa. Silence à l'autre bout. Je n'avais jamais crié comme ça. Je n'avais jamais dit de gros mots. Maman, non. David. Écoute-moi bien. Je ne jouerai pas à ton jeu. Ces enfants sont ta responsabilité, pas la mienne. Si tu ne peux pas payer $500 de frais de scolarité par enfant, alors inscris-les dans une école publique où l'éducation est gratuite. Vanessa n'acceptera jamais ça. Alors que Vanessa trouve un moyen de payer. Qu'elle vende ses sacs de créateurs, ses chaussures chères, ses vêtements de boutique. Nous avons déjà vendu tout ça. Je suis restée silencieuse. Vous avez déjà vendu? Oui. Les 2 derniers mois, nous avons vendu tout ce que nous pouvions. Vêtements, bijoux, la voiture, tout pour payer les choses les plus urgentes. Mais ce n'est pas suffisant, maman. Ce n'est jamais suffisant. Sa voix a craqué. Aujourd'hui, ils nous ont officiellement notifié. Vendredi, la banque vient. Ils vont nous expulser. David, les enfants ne le savent pas encore. Je ne sais pas comment leur dire que nous allons perdre leur maison, leur chambre, leurs jouets, tout. Pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu mon fils vraiment brisé. Non pas manipulateur, non pas exigeant, simplement détruit. Où vas-tu aller? Ai-je demandé d'une voix douce. Chez les parents de Vanessa. Mais leur maison n'a que 2 chambres supplémentaires. Nous allons être à l'étroit. Les enfants devront partager les espaces et Monsieur Maurice a déjà précisé que c'est temporaire. Maximum 3 mois. Et après, je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. David, veux-tu que je te dise la vérité? Dis-moi. C'était inévitable. Tu vivais un mensonge. Un mensonge coûteux. Et les mensonges tombent toujours. Je sais. Tu sais, vraiment? Oui. Vanessa et moi avons eu une horrible dispute hier soir. Elle me blâme. Elle dit que je ne gagne pas assez, que je ne suis pas assez un homme, que son père avait raison à mon sujet. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'elle m'avait forcé à vivre comme ça pour me montrer, pour m'endetter. Mais je le voulais aussi, maman. Je voulais prouver que je n'étais pas le pauvre que tout le monde croyait, que je méritais d'être avec elle. Mon fils, tu n'as jamais été pauvre. Tu as été humble, ce qui est différent. Je sais ça maintenant. Mais quand il t'élève en te disant que tu n'es pas suffisant. Il s'est effondré. Il a pleuré. Et le cœur de ma mère voulait voler vers lui. Le serrer dans ses bras. Le sauver. Mais ma raison m'a arrêté. David, je vais te dire quelque chose. Et je veux que tu écoutes. Dis-moi. Je ne vais pas te donner d'argent. Je ne vais pas vendre ma maison. Je ne vais pas payer les frais de scolarité des enfants. Maman, mais... Je vais faire quelque chose de mieux. Quoi? Je vais t'apprendre à survivre sans mensonge. Comment? Quand tu sortiras de cette maison, quand tu seras chez les parents de Vanessa, quand tu toucheras vraiment le fond, je serai là. Non pas avec de l'argent, mais avec quelque chose de mieux, avec ce que tu as besoin d'apprendre. Et qu'est-ce que c'est? La dignité, l'honnêteté, la vraie humilité. Silence. Tu m'aimes encore, a-t-il demandé d'une voix d'enfant et là je me suis brisé. Je t'aime plus que je ne peux l'expliquer. C'est pourquoi je ne vais pas te sauver, parce que te sauver, ce serait te condamner à continuer de tomber. J'ai raccroché. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Linda, qui avait tout entendu, m'a serré dans ses bras. Tu as fait la bonne chose. Alors pourquoi est-ce que ça fait si mal? Parce qu'aimer fait mal, mon ami, surtout quand on aime assez pour les laisser tomber. Les jours suivants furent une torture. Le mardi, Vanessa m'a envoyé un message, le premier message direct qu'elle m'avait envoyé depuis des mois. J'espère que vous êtes heureuse. Vos petits-enfants vont grandir en vous haïssant pour ça. Je n'ai pas répondu. Le mercredi, Monsieur Maurice m'a appelé. Hélène, vous êtes encore à temps de rectifier cela. Il n'y a rien à rectifier.
Vous êtes une femme cruelle. Je suis une femme qui se respecte. Vous devriez enseigner cela à votre fille. Il a raccroché furieux. Le jeudi soir, j'ai reçu des photos de Matt envoyées depuis le téléphone de David. Le garçon pleurait, serrant un carton avec ses jouets. Le message disait, « C'est ce que tu voulais ?» J'ai pleuré toute la nuit, mais je n'ai pas cédé. Le vendredi est arrivé, le jour de l'expulsion. Je suis resté chez moi. Je ne suis pas allé voir. Je ne pouvais pas. Mais à 18h, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était une fille. Non, c'était une jeune femme d'environ 16 ans, aux cheveux foncés, jolie, avec les yeux de David. Grand-mère Hélène. Mon cœur s'est arrêté. Qui es-tu? Je suis Daniel. Daniel Reyes. Reyes? Je suis ta petite fille. La fille de David. Le monde s'est inversé. Quoi? David est mon père, mais il ne le sait pas. Ma mère ne le lui a jamais dit jusqu'à maintenant. Et elle m'a tendu une enveloppe. Elle a dit qu'il était temps que tout le monde sache la vérité. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'était un test de paternité. David Reyes, probabilité de paternité, 99,9%. Date du test, il y a 2 mois, et une lettre d'une femme nommée Patty. Madame Hélène, nous ne nous connaissons pas, mais votre fils était mon petit ami il y a 17 ans avant qu'il ne rencontre Vanessa. Quand nous nous sommes séparés, j'étais enceinte. Je ne lui ai jamais dit parce qu'il est parti étudier, et je ne voulais pas ruiner son avenir. J'ai élevé Daniel seul. Nous nous en sommes sortis. Mais il y a 2 mois, Daniel a trouvé de vieilles photos. Elle a enquêté. Elle a trouvé David sur les réseaux sociaux. Elle l'a contacté. Elle lui a demandé le test. David l'a fait, mais il ne m'a rien dit. Il n'a pas parlé à Daniel depuis qu'il a connu les résultats. Sa fille mérite de rencontrer sa famille, et vous méritez de savoir que vous avez une autre petite fille. Une qui ne vous a jamais rien demandé. Mais qui veut vous connaître. Patty. J'ai levé les yeux vers cette fille, ma petite fille, ma première petite fille, en fait, et je me suis mise à pleurer. Entre, mon enfant. S'il te plaît, entre. Et tandis qu'elle entrait timidement dans ma maison, tandis que je lui préparais du chocolat chaud avec des mains tremblantes, tandis que j'écoutais son histoire, j'ai compris quelque chose. David n'avait pas seulement menti sur l'argent, il avait menti sur tout. Et Vanessa. Vanessa était sur le point de découvrir que son mari parfait avait des secrets qu'elle n'imaginait jamais. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait d'une famille construite sur des mensonges, et tous les mensonges étaient sur le point d'éclater de la manière la plus douloureuse possible. Daniel s'est assise dans mon salon comme si elle y avait toujours appartenu. Elle avait les yeux de David, le sourire de mon défunt mari, mes mains. Elle était mon sang, et je ne le savais que depuis 5 minutes. Raconte-moi tout. Je lui ai dit en versant le chocolat chaud, depuis le début. Et elle m'a raconté que sa mère, Patty, avait rencontré David à l'université. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans. Il était différent alors, a-t-elle dit, humble, travailleur, rêveur. Quand Patty est tombée enceinte, David venait d'obtenir une bourse pour étudier un programme de 3e cycle à Boston, à 6 mois de distance. Ma mère a décidé de ne pas le lui dire, a expliqué Daniel. Elle a dit qu'elle ne voulait pas ruiner son avenir, qu'elle s'en chargerait. Et comment avez-vous survécu? Ma mère est infirmière. Elle gagnait juste assez. Mes grands-parents nous ont aidés. Ce n'était pas facile, mais nous n'avons jamais manqué de rien d'important. Pourquoi as-tu cherché David maintenant? Daniel a baissé le regard. Parce que ma mère est malade, cancer du sein, stade 3, et je voulais rencontrer mon père avant qu'il ne soit trop tard. Ma gorge s'est serrée. Comment l'as-tu trouvé? Les réseaux sociaux. J'ai cherché son nom, sa photo. J'ai vu ses publications avec sa femme et ses autres enfants. Et ça a fait mal, grand-mère. Ça a fait mal de voir qu'il avait cette famille parfaite pendant que je grandissais en me demandant pourquoi mon père ne voulait pas de moi. Il ne le savait pas, mon enfant. Maintenant il sait. Je lui ai écrit il y a 2 mois. Je lui ai demandé de faire le test. Il a dit oui. Nous sommes allés au laboratoire.
Le résultat est positif. Et après, il a disparu. Disparu? Il a arrêté de répondre à mes messages, a bloqué mon numéro. Comme si j'étais une erreur qu'il voulait effacer. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce qui avait précédé. Mon fils, mon David. Il n'avait pas seulement menti sur l'argent. Il avait abandonné une fille. Vanessa, c'est elle, ai-je demandé. Je ne pense pas. C'est pourquoi je suis venu vous voir, parce que ma mère a dit que vous méritiez de savoir et que peut-être vous. Vous voudriez me connaître même s'il ne le voulait pas. Je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai serré comme j'aurais dû la serrer il y a 16 ans. Mon précieux enfant. Bien sûr, je veux te connaître. Et David va devoir répondre de cela. Je te le promets. Cette nuit-là, Daniel est resté avec moi. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Elle m'a raconté sa vie, ses rêves, ses peurs. Elle était brillante. Elle étudiait la médecine dans une université publique. Elle travaillait à temps partiel en nettoyant des bureaux pour aider sa mère avec les dépenses. Tout ce que David aurait dû être et tout ce que ses autres enfants, élevés dans le luxe et le mensonge, n'étaient pas. Le lendemain, samedi matin, j'ai appelé mes sœurs. J'ai besoin que vous veniez maintenant. Quand Stella et Lucie sont arrivées et ont rencontré Daniel, elles ont pleuré. Elle est identique à David quand il était petit, a dit Stella, essuyant des larmes. Elle est meilleure que David, ai-je corrigé. Parce qu'elle a quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. La dignité. Que vas-tu faire, a demandé Lucie. Je vais organiser une réunion. Une réunion où tous les mensonges éclateront. Tu es sûre, Hélène? Complètement. J'ai appelé David. J'ai besoin que tu viennes chez moi demain, dimanche, à midi. Toi, Vanessa, et ses parents. Maman, nous sommes en pleine expulsion. Je n'ai pas le temps de. Ce n'est pas une demande, David. C'est un ordre. Soit tu viens, soit je vais chez tes beaux-parents et je fais une scène là-bas. Silence. D'accord, allons-y. J'ai aussi appelé Linda. Ami, j'ai besoin que tu sois là demain en tant que témoin légal. Que vas-tu faire? Justice. Dimanche à midi, mon petit salon était plein. D'un côté, mes sœurs Stella et Lucie, Linda avec sa mallette et Daniel assises à côté de moi. De l'autre côté, David et Vanessa, Monsieur Maurice et Madame Gabrielle. Quand ils sont entrés et ont vu Daniel, David est devenu blanc comme un linge. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Asseyez-vous, David. Maman, c'est une erreur. Asseyez-vous. Ma voix a résonné sur les murs. Il s'est assis. Vanessa a regardé Daniel avec confusion. Les parents de Vanessa aussi. Qui est cette fille, a demandé Vanessa. Demandez à votre mari, ai-je dit d'une voix d'acier. Tous les regards se sont tournés vers David. Il ne pouvait regarder personne. David, a insisté Vanessa. Qui est-elle? Elle est. Sa voix était à peine un murmure. Elle est ma fille. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Quoi? Vanessa a sauté sur ses pieds. Elle a 16 ans, ai-je continué. Elle s'appelle Daniel. Elle est née avant que vous deux ne vous rencontriez. David l'a découvert il y a 2 mois et a décidé de le cacher. Menteur. Vanessa a crié sur David. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'enfant. Je ne savais pas qu'elle existait, mais je l'ai découvert il y a 2 mois, et tu ne me l'as pas dit. Monsieur Maurice s'est levé, rouge de fureur. C'est inacceptable. Vous nous avez tous trompés. Je n'ai pas, combien d'autres mensonges, a demandé David à Madame Gabrielle d'une voix tremblante. Combien d'autres? Vanessa pleurait de rage. Tout notre mariage est un mensonge. Tout. Non, ma chérie. Écoute. Ne me touche pas. David a essayé de s'approcher. Elle l'a repoussé. Vous savez quoi d'autre, ai-je continué. Pendant que vous dépensiez $3000 à Cancun, pendant que vous achetiez des cadeaux de $500 pour vos enfants, cette fille travaillait en nettoyant des bureaux pour aider à payer le traitement du cancer de sa mère. Daniel a baissé la tête, honteuse. Pendant que vous me demandiez ma maison,
cette fille vivait avec 3 changements de vêtements parce qu'il n'y avait pas d'argent pour plus. Maman, s'il te plaît, a supplié David. Et le pire, ma voix a craqué, c'est que quand elle t'a cherché, quand elle a demandé à te connaître, tu lui as tourné le dos, tout comme tu me l'as tourné. Ce n'est pas pareil. C'est exactement pareil. Vous utilisez les gens quand cela vous arrange et vous les jetez quand cela ne vous arrange pas. Vanessa a ramassé son sac à main. Je pars. Je ne veux plus être avec cet homme une minute de plus. Vanessa, attends. Non, David. C'est fini. Tout est fini. Elle est sortie en claquant la porte. Madame Gabrielle a couru après elle. Monsieur Maurice est resté là, regardant David avec mépris. Je vais vous dire quelque chose, mon garçon. J'ai toujours su que vous n'étiez pas suffisant pour ma fille, mais je pensais au moins que vous étiez honnête. J'avais tort. Monsieur, je peux expliquer. Je ne suis pas intéressé. Pour moi, ce mariage est terminé aujourd'hui, et nous n'allons pas continuer à soutenir un menteur. Il est parti. David est resté là, effondré, en pleurs. Maman, j'ai tout gâché. Oui, mon fils, tu as tout gâché. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis assise devant lui. Tu vas commencer à vivre avec la vérité pour la première fois depuis des années. Et mes enfants et Vanessa? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle te pardonnera. Peut-être pas. Mais ce n'est plus mon problème. Je ne suis plus ton problème. Tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils, mais je ne serai plus ton sauveur. Je me suis tourné vers Daniel. Mais elle, ai-je dit, en prenant sa main. Elle est ma petite fille, et je serai là pour elle de la manière dont j'aurais toujours dû l'être. David a regardé Daniel. Vraiment? L'a regardé pour la première fois. Je suis désolé, lui a-t-il dit d'une voix brisée. Désolé de t'avoir ignoré. Désolé d'avoir été un lâche. Daniel n'a rien dit, a juste hoché la tête. Puis-je te connaître petit à petit? Si ma mère est d'accord, a-t-elle répondu avec une maturité qu'il n'avait jamais eue. David s'est levé, vaincu, détruit. Je pars. Je dois réfléchir. Il est parti et mon salon est devenu silencieux jusqu'à ce que Stella parle. Hélène, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire. Je vais vivre. Je vais apprendre à connaître ma petite fille. Je vais aider Patty avec ses traitements si elle me le permet. Et je vais arrêter de vivre pour les autres et commencer à vivre pour moi-même. Et ta maison, a demandé Linda. Ma maison. Quand je mourrai, elle sera donnée comme je l'ai toujours prévu. Et David? David doit apprendre à marcher seul. Peut-être qu'il perdra tout. Peut-être qu'il perdra sa famille. Mais peut-être, juste peut-être, dans ce processus, il trouvera quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. Quoi? S'est demandé Daniel. 3 mois plus tard, David et Vanessa se sont séparés. Elle est allée vivre chez ses parents avec les enfants. Elle a entamé une procédure de divorce. David a emménagé dans un petit appartement, un tout petit, un de ceux à $800 par mois. Il a trouvé un deuxième emploi la nuit dans un entrepôt. Les enfants lui rendaient visite le week-end dans son humble appartement sans luxe, sans apparence. Et peu à peu, très peu à peu, ils ont commencé à avoir ce qu'ils n'avaient jamais eu, un père présent. Matt m'a dit récemment, grand-mère, papa n'a plus d'argent pour les jouets chers, mais maintenant il joue avec nous. Avant il ne jouait jamais. Les jumelles ont appris à faire des biscuits avec moi. Elles ont adoré. Améliano et Luna sont encore trop petits pour comprendre, mais ils sentent le changement. David a aussi commencé à voir Daniel une fois par semaine. Café dans un parc. Des conversations maladroites au début, mais honnêtes pour la première fois, honnêtes. Patty, sa mère, est en traitement. Je l'ai rencontrée. C'est une femme incroyable, forte, digne. Je lui ai offert une aide financière pour le traitement. Elle a d'abord refusé. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est la famille. Elle a pleuré. Elle a accepté. Entre Daniel, David et moi, nous couvrons les dépenses. Ce n'est pas beaucoup ce que je peux contribuer, mais c'est quelque chose.
Et parfois, quelque chose est tout. Vanessa a essayé de m'appeler une fois, 2 mois après tout. Madame Hélène, j'ai besoin de vous parler. Dis-moi. Je veux m'excuser. Ça m'a surprise. Pourquoi? Pour tout, pour la façon dont je vous ai traité, pour les humiliations, pour être la personne que j'étais. Pourquoi changez-vous maintenant? Parce que j'ai vécu 3 mois chez mes parents. Et j'ai vu comment ma mère traite ma belle-mère exactement comme je vous traitais, et j'ai compris. Qu'avez-vous compris? Que je suis devenu ma mère, et que je ne veux pas que mes filles deviennent comme moi. Nous nous sommes rencontrés. Nous avons bu du café. Nous ne sommes pas amis. Peut-être que nous ne le serons jamais, mais il y a du respect et c'est suffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Daniel vient manger. Aussi, David et les 5 petits-enfants. Vanessa les dépose. Elle ne reste pas, mais elle les salue avec gentillesse. Ma maison est pleine de bruit, de rire, de biscuits faits maison qu'ils mangent maintenant avec plaisir. Les cadeaux que j'apporte ne sont plus chers. Ils sont faits par moi, avec mes mains, avec mon temps, et ils les ouvrent avec une réelle émotion parce qu'ils ont appris quelque chose que leurs parents ont oublié. La valeur n'est pas dans le prix. Elle est dans l'amour avec lequel il est donné. David continue de se battre, continue de payer ses dettes, est toujours en thérapie, mais il est vraiment vivant pour la première fois depuis des années. Maman, m'a-t-il dit récemment, merci de ne pas m'avoir sauvé. Merci. Oui. Si tu m'avais sauvé, je n'aurais jamais touché le fond. Je n'aurais jamais appris. Et qu'as-tu appris? Que la seule chose qui vaille la peine dans cette vie est ce que l'on construit avec la vérité. Tout le reste s'effondre. Je l'ai serré dans mes bras. Mon fils. Mon fils brisé et reconstruit. Pas parfait, mais réel. Et moi. J'ai appris que l'amour d'une mère n'a pas à être souffrance, que fixer des limites n'est pas cesser d'aimer, que parfois la meilleure idée de ne pas aider. Que la dignité n'est pas négociable, pas même pour la famille. Que les cadeaux les plus chers n'achètent pas ce que l'amour enveloppe avec les mains tremblantes d'une grand-mère. Et que quand on méprise qui vous aime, quand on rejette vos cadeaux, quand on vous utilise et vous jette, ne pleurez pas pour eux. Aimez-vous. Parce qu'une mère qui ne se respecte pas ne peut pas enseigner le respect. Et le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre maison, ce n'est pas votre sacrifice infini. C'est votre exemple. L'exemple d'une femme qui a su dire « ça suffit ». Et qui a continué, la tête haute, parce qu'au bout du compte, les cadeaux s'oublient, les maisons se perdent, l'argent s'épuise, mais la leçon de dignité dure pour toujours. La fin. Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez appris qu'aimer signifie aussi savoir quand lâcher prise, laissez-moi votre commentaire. Dites-moi d'où vous nous regardez. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Et si vous aussi avez dû fixer des limites, même si cela vous a fait mal, cliquez sur j'aime si vous croyez que l'amour véritable doit parfois être difficile pour être réel. Et abonnez-vous pour continuer à partager des histoires de vie, de dignité, de femmes qui apprennent à s'aimer sans cesser d'aimer les leurs, parce que nous méritons tous d'être vus. Nous méritons tous d'être valorisés. Et personne n'a le droit d'éteindre votre lumière. Rendez-vous dans la prochaine histoire. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre valeur n'est pas définie par qui vous rejette. Elle est définie par vous.